Bonsoir à tous, bienvenue ce soir sur le live et bienvenue à notre invité Julien Lecoeur. Bienvenue à toi. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de pouvoir participer à ce programme. C'est une première pour moi, donc ravi de pouvoir échanger sur le projet de Tigablo avec vous. Merci d'avoir accepté de venir. Donc ce soir, comme vous l'avez vu sur les réseaux sûrement, on va parler d'un nouvel arrivant dans le monde du jeu en tant que professionnel. Donc on va parler de plusieurs choses. Il y a l'éditeur, on va dire Tigablu, et Ouais. l'auteur qui est aussi le responsable de l'édition, Julien Lecoeur. Merci à toi. Donc comment je t'ai rencontré? On va faire simple. Ouais. Par les réseaux sociaux, parce que tu es, on va faire un peu de chauvinisme, parce que tu es normand et que sur Facebook, on a des petits trucs. Moi, je suis sur Caen, et il y a il y a un petit groupe qui, où trouver quoi à Caen, où des gens peuvent parler de ce qu'ils font. Et bah, bim, il y a eu un post sur toi. Je suis rentré en contact, on a été manger à midi pour que tu me parles de ton projet. Et en gros, je me suis dit que ça pourrait faire un bon live. Donc, je t'ai proposé de faire un live. Et on l'a fait assez vite parce que j'ai même pas eu le temps de tester le jeu parce que tu es en financement participatif et on s'est dit que ça serait quand même dommage de le faire après. Donc, on va le faire avant. Après, tu en parleras, mais c'est plutôt du jeu familial, donc qui ne correspond pas forcément, mais ça tente de joueurs. Mais j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi, même en tant qu'adulte, on s'y amuse. Et ça, c'est important. Tout Donc, à faut pas fait. Ouais. fermer le côté familial. Il y a plein de jeux familiaux qui sont très très bien. Donc on va commencer par une première partie où tu vas nous expliquer un peu d'où tu viens, comment tu as découvert le jeu de société, tout ça. Je te laisse Ouais, dépiler comme un peu tu veux. Voilà, je te laisse la ça main. marche. Je t'en prie. Merci Thomas. Eh bien, en effet, je suis canet d'origine. Je suis né, j'ai grandi à Caen. Et quand j'étais minot, dans ma famille, on avait la chance d'avoir des oncles, des tantes, mes parents, qui nous offraient des jeux de société à Noël et aux anniversaires. Donc, on a joué à de grands classiques de chez MB ou Parker, pour ne pas les nommer. Oh, on Et peut, hein. on a le droit. Ah ouais, ouais, vas-y, nomme tout ce que tu veux, il Ouais, n'y a ouais, aucun ouais, souci. ouais, c'est ça. Ouais. Bon, je pense que comme beaucoup de gens, je suis né en 85, donc début des années 90, et c'était les bonnes payes, des jeux qu'on pouvait trouver dans des supermarchés ou dans des grandes surfaces spécialisées. Mais surtout, l'un des jeux qui avait retenu mon attention, qui est sorti en 92 chez Schmidt, c'était Dreams. Je crois qu'on en a parlé la fois dernière, Thomas, tous les deux. Qui Mhm. était un jeu dans lequel on pouvait bah, vivre sa carrière professionnelle, sa vie personnelle. C'était une simulation de la vie qui était plutôt bien fichue pour l'époque. Et c'était un jeu qui avait retenu mon attention parce qu'il était très différent des jeux auxquels j'avais eu l'opportunité de jouer jusque-là. Et donc ça a été, je dirais, le premier jeu qui m'a donné envie de créer, à partir de 7-8 ans, des jeux. Donc j'ai commencé à griffonner des choses sur un cahier avec mes crayons de couleur, mes feutres. Et je suis aussi un passionné de football, donc l'un des premiers jeux que j'ai créé, c'était une sorte de football manager de plateau qui ressemblait à un jeu de loi dans lequel on pouvait acheter des joueurs, on s'affrontait les uns et les autres. Donc je créais ça avec mes amis et puis on le testait ensemble. Donc c'était assez sommaire, mais ça fonctionnait bien. On arrivait à solutionner les quelques bugs que nous rencontrions. Et donc cette passion, elle s'est vite transformée vers les jeux vidéo, qui a été là, au milieu des années 90 quelque chose d'assez important, je pense pour tous les gamins et les gamines de mon époque.
Donc, après, j'ai fait des études de maths et j'ai passé mon BAFA en même temps, qui était quelque chose vers lequel j'étais allé pour rejoindre l'UFM. En fait, mon projet, c'était de devenir historiquement prof de maths, mais le fait d'avoir passé le BAFA, c'est un élément qui permettait d'avoir un meilleur dossier pour rentrer à l'UFM. Bah, ça m'a conforté dans mon choix de travailler avec des enfants. Et j'ai eu la chance de passer mon BAFA avec une asso qui s'appelait l'UFCV, qui s'appelle toujours l'UFCV, qui faisait part à l'imaginaire. Et ça me permettait en fait aussi de développer ma créativité dans les jeux que je pouvais proposer dans les centres de loisirs, qui était vraiment un espace hyper intéressant. Je suis devenu professeur des écoles et j'avais des amis canets qui étaient dans le monde des échecs, aussi un peu dans le monde du jeu de société, mais j'en étais assez éloigné. Et après quelques années en tant qu'enseignant, j'ai eu la chance d'aller travailler à l'étranger. J'ai enseigné en Louisiane pendant 2 ans. Et là, j'ai rencontré des amis francophones, des amis belges euh, qui m'ont redonné la passion du jeu de société moderne. Qu'on était là en 2011. Et là, l'une des premières boîtes qu'ils ont sorties, c'était Seven Wonders. Là, ça a été le coup de foudre immédiat. Ce qui me plaisait, c'était l'aspect convivial, le fait sur un temps limité de pouvoir faire des choix stratégiques. Et je me suis dit que c'était quelque chose que je voulais faire à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant que concepteur. Donc j'ai repris une conception de jeu de société voilà, en tant qu'amateur sur mon temps libre. Donc j'ai fait beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas à ce moment-là, jusqu'à ce que je revienne en France et puis que je partage cette passion avec mon entourage, ma famille, mes amis. T'as, C'est même des... t'as Je des t'en prie exemples, Thomas, t'as une question? t'as des exemples de choses qui fonctionnaient pas. C'est toujours bon à savoir. Ah ouais, ce qui fonctionnait pas, en fait, dans les premiers prototypes que je faisais, j'avais tendance à en mettre des tonnes. Tu vois, j'en mettais des tartines. Je voulais qu'il y ait une sous-règle dans la règle, une version. Et ça, c'était l'erreur, je pense, du débutant de vouloir en faire trop. Et, c'est justement en commettant ces erreurs-là de dire, bah, attends, si on prenait l'exemple, tu vois, d'un football manager de plateau, là, c'était de mettre des coups spéciaux pour les joueurs que tu achetais, mais les conditions que tu mettais. En fait, toi, rien n'était simple. Et C'est le jeu où tu passes plus de temps à essayer de comprendre les règles qu'à jouer, quoi. exactement, exactement. Et ça, je pense que c'est très compliqué de présenter un jeu, de faire comprendre les règles à quelqu'un. À l'instant, il y a trop d'alinéas. Faut que ce soit plus fluide. Et seulement après quelques parties, tu peux peut-être assimiler les différentes spécificités, sauf quand on est voilà, un joueur un peu plus expérimenté. Mais dans mon cas, voilà, ça a été une bonne école. Et justement, en parlant d'école, lorsque je suis rentré en France, je me suis dit que je voulais ajouter des compétences à mon parcours d'enseignant. J'avais un papa commerçant et donc on avait une bonne fibre relationnelle dans la famille et c'était quelque chose que je voulais développer en me disant, bah tiens, je peux évoluer dans le secteur du jeu en tant que professionnel. Je savais que c'était un marché compliqué. Euh, et je me suis dit, il faut aussi que je développe d'autres compétences dans le cas où ça ne fonctionnerait pas. Et de ce fait, après plusieurs mois de recherche, je suis tombé sur la licence professionnelle des métiers du jeu et du jouet à Cholet, qui offrait euh, plusieurs modules divers et variés. J'ai fait du droit, j'ai fait de l'informatique. Alors, l'informatique, c'était surtout du travail sur la base de données, du commerce. Il y avait évidemment de la conception et des éléments éditoriaux. Et l'un des modules qui m'a le plus marqué, c'était la conception entrepreneuriale, enfin, le fait de créer son entreprise. Et quand, avec les quelques camarades qui étaient avec moi dans ce groupe-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Le fait de pouvoir faire mes choix,
ça m'a vraiment plu. Le côté entrepreneurial, j'avais peu découvert en fait à l'école. C'était quelque chose que je connaissais pas bien. Et, euh, et donc quand j'ai repris mes études, j'avais 30 ans. Lorsque j'ai terminé ça, j'ai pas trouvé de poste dans le secteur du jeu, ce que je voulais, parce que je pense que j'avais des idées assez arrêtées et pas non plus un nombre d'opportunités incommensurable. Et C'était aussi moins développé à l'époque, je suppose. ouais, 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 c'est vrai que le marché a eu une croissance fulgurante ces dernières années, mais on était déjà sur une Une courbe une bonne avec une belle lancée. évolution. Ouais, au milieu des années 2010 quand même, hein, Mm. commençait à y avoir des offres. Les gens sont impressionnés de ton CV quand même. Ah bah c'est gentil. Non, mais souvent, les gens il y a beaucoup de personnes du jeu de société qui n'ont pas de formation du tout, ou qui n'ont même pas été faire une formation au niveau du jeu de société. Donc c'est assez d'avoir une démarche complète de aller se former parce que tu Ouais. veux aller dans le milieu, etc. Tout le monde le fait pas en fait. Donc je pense que c'est ça qui le Bah pour remarque. moi, ouais, ça a été une chance parce qu'avant d'entrer dans la formation, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça. Lorsque je suis rentré des États-Unis, euh, je voulais, euh, je voulais acquérir plein de nouvelles compétences, je voulais faire plein de choses. Je me suis dit, est-ce que je passe le CAPES de maths, est-ce que je passe la greg rapidement, je me suis dit, il faut que je fasse des choses qui me passionnent. Donc j'avais fait des extras dans la boutique de Caen que tu connais bien, Thomas, qui s'appelle Le Pion Magique. Donc dans les périodes de Noël, en plus de mon activité d'enseignant, bah, le week-end, j'allais bosser au Pion, samedi et dimanche. C'était génial, quoi. J'adorais ça. Donc quand j'ai repris la formation à Cholet, qui dépend donc de l'université d'Angers, j'ai été en stage également dans la boutique de Rennes, Terre de Jeux. Et ça a été là encore une formation incroyable parce que ça me permettait moi de confronter en fait euh, mon point de vue, mon modeste point de vue du monde du jeu avec celui de professionnels aguerris, de gens qui avaient voilà tous les éléments à la fois commerciaux, euh, un grand historique de jeux qui fonctionnaient, d'autres qui n'avaient pas eu peut-être le succès espéré euh, à leur sortie et ça c'était hyper chouette. C'était vraiment très très instructif. Et si y a des gens qui ont enfin, qui nous écoutent là, le fait de passer un peu de temps en boutique, je pense que c'est très très formateur. Très très Mm. formateur pour connaître un peu Les habitudes euh, de consommation, la population de joueurs, etc. ouais, ah ouais, ouais. Et Je le conseillerais vraiment, ouais. je suis assez S'il y a d'accord des jeux. avec toi dans le sens où beaucoup de créateurs vont sur les festivals, mais ils sont pas, ils rencontrent des gens qui sont assez déjà un peu dans le monde du jeu ou des vrais passionnés. Il y a peu de gens qui vont dans des festivals de jeux de société parce que tiens c'était ouvert, j'y vais quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont assez Mhm. expérimentés dans le domaine, on va dire. Donc résultat, une boutique de jeux, tu auras vraiment toute population et tu verras vraiment les problématiques de vente aussi qu'il y a. Donc quand tu édites un jeu, savoir comment il est vendu, ça joue beaucoup. Ou comment il peut être vendu. Bien sûr. Et puis, euh, quand on est joueur et passionné, on a aussi le sentiment parfois que les gens viennent parce que, enfin, que tous les gens viennent dans la boutique en sachant ce qu'ils veulent et qu'on s'adresse qu'à des gamers. Et ça, c'est pas vrai du tout. Non, En non, fait, non. ouais, ouais, il y a un tiers des ventes qui se font en fait sur la période de Noël. Et puis, c'est des cadeaux qu'on fait aux petits neveux voilà, Madame Michu, Madame Dupont, enfin Monsieur et Madame n'importe qui veulent acheter un jeu et connaissent pas bien le mouflet, donc c'est une partie importante de la clientèle. Il faut pas négliger ces gens-là parce que c'est aussi en proposant, je pense, des jeux adaptés aux jeunes qui vont recevoir la boîte entre les mains qu'on peut leur donner la passion du jeu de société. Donc, je pense Euh, que c'est pas des clients à négliger.
J'ai une question de Guardian Etis. Je ne sais pas prononcer, je suis désolé. Qui demande est-ce que tu as des jeux favoris hormis Seven Wonders? Bien sûr, ouais, ouais. On a beaucoup joué à l'âge de pierre dans ma famille. On aime beaucoup, enfin, moi, j'aime beaucoup les jeux de gestion. Mon cursus en maths m'a donné aussi ce plaisir. Donc, les jeux de gestion comme l'âge de pierre, Puerto Rico, ça, c'est des jeux qui me passionnent beaucoup. Donc, c'est pas des jeux qui sont très récents, j'en conviens. Quand j'avais bossé au Pion, j'avais découvert aussi The Boss, qui est le côté bluff et mafieux, me plaisait énormément. Et je joue aussi à des jeux d'ambiance, des choses très classiques, des stupides vautours, non merci. Euh, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à vouloir acheter 3, un Bora Bora, vraiment des gros jeux. Et je me suis rendu compte que je jouais plus souvent avec ma famille qui préfère quand même les jeux où les parties sont plus courtes. Mm. Donc, on aime bien en fait sortir plusieurs boîtes sur un dimanche après-midi chez moi. Et les jeux d'ambiance comme ceux que je viens de citer, on a pas mal joué à Knitwit, Mm. un For Sale par exemple. C'est des jeux qui fonctionnent bien dans mon entourage. Je- j'ai une série de jeux comme ça que je joue très peu, mais que je garde pour jouer avec une catégorie de personnes. C'est genre les gens qui jouent pas souvent, tu sais, les petits jeux rapides à expliquer en soirée. Tiens, on se fait une partie, mais ils n'ont pas l'habitude de jouer. Et j'ai quelques jeux comme ça dans ma ludothèque qui servent essentiellement à ça. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment pas l'habitude de jouer. Et je les sors que dans ces cas-là, parce que très vite, on va passer sur autre chose. Et c'est vrai qu'en fonction des gens que tu as en face, tu ne joues pas du tout au même jeu. Bien sûr, Il faut savoir s'adapter à son cercle de joueurs. bien sûr. Euh, j'ai une autre question quand même. Vas-y. Est-ce que tu arrives à dormir des fois ou pas? Je, C'est une je question dans le chat. dors mieux ces derniers temps. Alors, j'ai une petite qui a 9 mois et j'ai la chance qu'elle dorme très bien. C'est bien ça. Ouais, j'arrive à dormir. J'arrive à dormir. C'est gentil de se soucier de mon sommeil. Oui, Ouais, parce ouais, qu'en je, plus, je dors il mieux a un qu'il fut un enfant. temps. En plus, il a un enfant à bas âge à rajouter dans le lot. Non, c'est comme tu fais beaucoup de choses, les gens se posent des questions. Ouais, bah, Donc, tu étais sur le travail en magasin. ouais, Et c'est ça. je te laisse continuer. Merci Thomas. Donc, comme je le disais, quand j'ai fait mes études à Cholet, j'ai eu la chance d'être en stage chez Terre de Jeux à Rennes et j'en profite pour saluer l'équipe de Terre de Jeux comme je salue celle du Pion Magique. Et donc, j'ai pas trouvé de job dans ce secteur-là, mais je savais que je voulais créer quelque chose, que je voulais avoir mes propres projets, mais je ne savais pas encore sous quelle forme. Et je ne savais pas encore comment le matérialiser. Et donc, en parallèle, j'étais en dispo de l'éducation nationale avant que je ne démissionne quelques années après. Donc, je faisais plein de petits boulots à côté jusqu'à ce que je retrouve un emploi dans un centre de formation du numérique. Ça a été très chouette parce que je pouvais être en contact des entreprises pour proposer des jeunes en alternance ou en stage en fonction des besoins des structures locales. Et puis j'avais encore ce côté un peu pédagogique. Donc j'ai bossé dans un premier organisme de formation, un second, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à ouais, avoir un statut juridique pour Tigablo. Donc, tu as commencé le développement de Tigablo. On va pas dire Tigablo, parce que tu as eu le statut juridique bien après le moment où Ouais. tu as commencé à développer le jeu. On va recentrer un petit peu sur le jeu. Mhm. T'as commencé à le développer quand exactement? Alors le premier jeu de Tigablo, c'est New Dog City. Mhm. Celui-ci, ce prototype-là, j'ai commencé sa conception en 2016. Alors, si tu veux bien, Thomas, je fais un petit aparté sur qui est J'ai- Tigablo et sur. Attends, Euh, si tu veux, on a une super vidéo pour expliquer ça.
Ah, bah, je vais laisser à ce Je, moment-là. je crois qu'on a une super L'entendre. vidéo. Alors, on va la passer. On verra bien. Hop, hop, hop. J'espère que vous entendez. La musique officielle. Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit que le volume est fort. Il est fort. Ça devrait être un peu mieux. Un jeu. Julien, design graphique réalisé par, j'ai pas eu le temps de lire, mais tu pourras faire la Raphaël suite. Lodormer. Ouais, c'est ça. Donc Tigablou, comme vous le voyez dans cette vidéo, c'est un tigre qui a des poils bleus, une mèche bleue, et il ne connaît pas ses parents, et donc devient détective pour retrouver leurs traces. Et ce détective offre un peu ses services aux polices locales, aux gens qui ont besoin de faire appel à son expertise. Et sa première aventure, elle se passe une fois qu'il est sorti de l'école de Limestone, une école pour les enquêteurs, et elle l'emmène à New Dog City. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, il est centré autour de cette mascotte. Ce que je voulais, c'était avoir un projet un peu original, un peu innovant, parce que j'aime aussi beaucoup la BD. Et à ma connaissance, il n'existe pas de, tu vois, de tome, tu vois, d'aventure qui se suit avec une mascotte, avec un personnage central, comme on peut l'avoir quand on était minot, qu'on pouvait lire un Tintin, un Astérix, comme ça. Et, sauf erreur de ma part, moi je connais pas ça dans le jeu de société. Et ça, c'était quelque chose que j'avais envie de, tu vois, d'innover là-dessus. Donc, au-delà du développement du jeu, de New Dog City, qui est le premier, il y a aussi toute une réflexion éditoriale sur le scénario de la vie de Tigablou. Donc, entre la création des personnages, comment faire les choses, j'ai même écrit une sorte de bouquin de 50 pages, un peu épistolaire, sur la jeunesse de Tigablou, de ce qui se passe avant New Dog City. Donc ouais, donc Euh, c'est pas qu'un jeu, c'est vraiment un univers complet ouais, qui c'est arrive, ça. quoi. Et ça. Donc, dans chaque boîte de Tigablou, il y a un message. Donc, dans New Dog City, c'est un courrier qui est destiné à Tigablou qui explique un peu le contexte, qui explique pourquoi Tigablou on fait appel à lui à New Dog City. Et au-delà du jeu, sur lequel on va revenir tout à l'heure, dans chaque boîte aussi, il y a un indice à trouver qui nous amène vers l'aventure suivante. Alors, l'idée aussi, c'est que chaque jeu a ses propres mécaniques, mais tu peux jouer au deuxième de la série sans avoir joué au premier. Enfin, Hmm. tu vois, T'as un fil rouge voilà, c'est ça. Si les gens veulent simplement jouer au jeu sans s'intéresser à l'aventure, ils peuvent le faire aussi. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir commencé par le premier pour pouvoir jouer au troisième. Donc pour revenir à New Dog City, euh, une chose qui était importante pour moi, c'était aussi d'avoir une cible qui correspondait à un public que je connaissais bien. Donc ayant été longtemps animateur et professeur des écoles, les enfants, c'était un public que je connaissais bien en termes de compétences qu'ils étaient capables de faire. Et je me suis dit que ce serait chouette d'essayer d'adapter certaines mécaniques pour qu'il y ait un intérêt aussi en tant qu'adulte. Donc la cible, c'est vraiment enfant, famille. Et puis on peut ajouter quelques éléments. Donc le projet, c'est de prendre des mécaniques vraiment très simples, très classiques, très traditionnelles, que tout le monde connaît, et puis d'ajouter un twist qui a un intérêt à la fois éditorial et narratif, et puis aussi un peu en tant que gamer. Donc là, je me suis pris sur une base de mémo. Alors j'en dirais, le mémo, c'est très simple, mais sur ce jeu-là, on a reconstitué un quartier de New Dog City qui est surveillé par le caïd John Bulldog, qui est le méchant sur la couverture de la boîte que tu as montré tout à l'heure, Thomas. Et en fait, ce personnage-là, il surveille des zones. Il va surveiller la tuile sur laquelle il se situe, les 4 autres sur sa colonne et les 4 autres sur sa ligne. Ce qui fait qu'on ne peut pas choisir, on 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 peut pas cho
les endroits où on va rentrer ou sortir des souterrains pour aller essayer de récupérer les trésors. Et à chaque tour de jeu, il se déplace. Et il surveille pas les mêmes tuiles. Non seulement il faut se souvenir des endroits où se situent les trésors, mais en plus éviter le personnage parce que il nous bloque. Et alors, les enfants sont très forts à ce là. Sérieux, pour les enfants de 6 ans, t'es sûr? C'est peut-être un peu violent, le pauvre. Ouais, ouais, j'ai testé avec des enfants de 6 ans et ça marche très très Bon, bien. bah, tant mieux. Euh, en fait, les enfants ont une mémoire prodigieuse, bien meilleure que la nôtre. Et l'intérêt aussi qu'on a en tant qu'adulte dans cette version classique-là, c'est qu'on peut, nous, plus facilement anticiper les coups. C'est-à-dire savoir où va être John Bulldog au tour suivant. Ça permet de savoir quelle va être la plaque d'égout à retourner plus facilement qu'une autre. Et donc, à chaque fois que je crée un jeu, j'essaie d'avoir des versions adaptées un peu à différents éléments. Donc là, je vous ai décrit la version classique où il y a une ronde qui est faite par John Bulldog, et donc on sait à l'avance sur quelle plaque il va se déplacer au tour suivant. Donc dans une version plus adulte, c'est nous qui choisissons ce déplacement. Donc là, on est vraiment, tu vois, comme s'il y avait un pion qui se déplaçait sur le plateau. Et on ajoute, tu vois, ce côté mémoire avec ce déplacement tactique qui peut être. On en vient sur un jeu de blocage. Donc ça, c'est l'autre version. Et puis j'ai aussi mis une version coopérative et une version solo. C'est des choses qui sont importantes, je pense, dans la ligne éditoriale que j'essaie de développer. D'avoir des jeux auxquels on puisse jouer seul. J'ai une grande sœur qui a presque 9 ans de plus que moi, et donc les jeux que j'avais quand j'étais enfant pouvaient peut-être moins l'intéresser. Et pour les minots qui sont seuls, d'avoir un jeu qui puisse se jouer en famille, mais aussi tout seul, c'est peut-être une bonne idée. Pour rebondir là-dessus, bon, moi qui ai un enfant de bientôt 3 ans, je commence à rentrer dans les gammes Abba, Djeko, qui sont très très classiques. Mais alors, je suis très content qu'ils jouent à des jeux de société, hein. J'ai hâte qu'ils grandissent un peu. Mais ce côté d'avoir justement des jeux simples adaptés à eux, où nous, en tant que parents, excusez-moi du terme, mais on s'emmerde pas trop, et ben j'ai hâte. Et je pense que c'est tout à fait le genre pour moi, il y a pour moi, je trouve qu'il y a un vrai, il y a un vrai truc. Si tu as envie de jouer avec tes enfants, je parle bien, donc je parle plutôt à une cible d'habitués du jeu de société qui auraient des enfants. C'est une très très bonne cible, je pense, parce que si vous avez envie de passer du temps justement pour faire découvrir les jeux de société, etc., à vos enfants, bah, ça a l'air d'être un jeu où tu passes un bon moment en même temps que ton ou tes enfants. Et ça, c'est une bonne, c'est une bonne voie. Et Steph, elle le signale aussi. Je pense qu'à l'heure actuelle, faire du coop, c'est bien, mais il faut pas que ça soit que ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément. Mais avec les enfants, parce qu'en fonction des enfants, c'est difficile de faire des jeux où ils peuvent perdre, hein. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Donc le coop, ça peut aider justement à pallier ça. Et le solo, c'est très important pour plein de gens maintenant parce que ils aiment beaucoup jouer, mais ils sont seuls. Et des fois, ton enfant, tu as envie qu'il puisse jouer seul. Donc ça peut être bien aussi de le faire gagner en autonomie avec ce genre de jeu où il pourra jouer tout seul. Donc je vends totalement ton jeu là. Je suis désolé, hein, mais, je te remercie, Thomas. mais je ne l'ai pas encore testé, donc calmez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de jeu qui me, quand je vois l'évolution de mon fils, qui me tenterait bien d'aller acheter parce que ça pourrait correspondre à mes attentes en tant que parent en fait. C'est là-dessus que je... Et puis ce qui moi, me semble aussi pertinent, c'est d'avoir, tu sais, ce côté où les jeux ils racontent quelque chose. Et de se dire, voilà, via ce courrier, les éléments qu'on va retrouver dans la boîte, qui sont au fond de la boîte ou sur les tranches, qu'on a l'impression de participer à une aventure. Et puis dans chaque jeu, qu'on puisse choisir son détective, parce qu'il y a en effet Tigablou qui est le fil rouge de ce projet. Mais il y a aussi 3 autres détectives, donc il était important pour moi. Attends, est-ce qu'on ferait pas une petite pause sur
ta boîte et qu'on va jouer pour voir si le chat est présent. Parce que on a remarqué pas mal de références sur ta boîte. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de références, on va dire, culturelles, si on peut, hein. Est-ce que tu sais à peu près combien il y en a et est-ce que le chat peut essayer de les trouver Alors, avec la Joker? des références sur comment on a conçu l'illustration de la couverture, C'est tu veux ça. dire? Ouais, Ouais. parce que en fait, indirectement, tu allais parler de certaines de ces références, je suppose, vu que tu Alors, allais j'allais parler parler des des... références des personnages, mais Mm. on peut reparler de. Alors, je vais essayer de te redonner le nombre exact. Il faut que je fouille dans mes dossiers en même temps. Si tu me laisses une petite minute, Thomas, Si tu as le nombre exact, etc., je laisse le chat pendant dire ce temps-là, ouais. celle qu'elle voit. Alors, moi, Alors, j'en avais attends. vu deux assez vite. J'avais pas fait attention. Les autres détectives sont les personnages qu'on voit là. Là, Ouais. là et là. Alors, Donc, ils attends, sont quatre. illustration, Florence. Cette comparative impression. Faut que je Et refouille dans mes vieux dossiers pour pouvoir répondre quand même à cette question-là. Couverture, est-ce que c'était là-dedans qu'elle avait mis ça, Flo? Ah non, alors, c'était là. C'est bon, il y j'ai a, il y a- retrouvé. il y a Alors, des vantards qui disent Frosties. ben ouais, ça, certaines personnes me l'ont dit. C'est chouette parce qu'on se souvient bien de Tony le Tigre. Ah bah oui, c'est... Alors, très exactement, il y Alors, a... on va parler d'inspiration et pas de référence. Il y en a deux que je sais, donc je vais pas les dire. Ah, tu peux les dire, hein, Devonta. Si il y tu en es a, la seule à jouer, il y en a deux, trois, allez. Deux et demi, on va dire. le tigre est en toi. Et ben ouais, j'espère qu'il sera en vous quand vous jouerez au jeu. On va dire Donc, il y a trois références, dont une qui est plus sur la lumière, qui nous a inspiré, qui est une boîte de jeux de société d'ailleurs, qui est un jeu alors, dont l'autre... Devontar a dit les Tortues Ninja. euh, Exactement. Ouais, ça a avec été le- une première influence quand il y a les quatre tortues qui soulèvent la plaque sur le film qui doit dater des années 80 ou 90. Ça a Et été une vas-y. super source d'inspiration. 90, elle est Ah, très à cheval sur les dates, madame. Et oui, sinon, il y a Steph et Devontar qui parlent de Oliver et compagnie. exactement. Et ça, c'est Florence, c'est une initiative de Florence qui est l'illustratrice qui m'avait proposé ça. En fait, ce que je voulais, c'était qu'on voit les buildings de New Dog City. Rapidement, elle a pensé à ce dessin animé qu'elle avait beaucoup aimé dans sa jeunesse. Et ça m'a tout de suite plu. Donc ça a été également une autre source d'inspiration. Et alors la dernière, elle va peut-être pas être facile à trouver, mais je peux laisser encore quelques secondes. Il y a Jeannot Lapin sur le côté. En attendant, tu peux nous parler justement des autres détectives. Ouais, tout à fait. Et on Ce que je laissera les voulais, gens c'est... trouver. Alors, la troisième que tu dis, faut trouver une inspiration qui part d'un jeu de société, c'est ça? Ouais, en fait, c'est plus sur la lumière et les couleurs, des éléments sur la luminosité qui nous ont fait réfléchir. Mais c'est vraiment là, faut creuser, hein. Guardian trouve les couleurs superbes. Bah, Tu, c'est re- très tu- gentil, merci beaucoup. On a beaucoup réfléchi sur la couve de New Dog City et on espère que sur tous les jeux, on ait cette impression un peu dessin animé ou tu vois, film Film que ça d'animation. donne, Mm. ouais, que ça donne envie, quoi. Donc l'idée sur chaque couverture aussi de Tiga Blue, c'est qu'on puisse voir l'ensemble des personnages qui sont des parties prenantes du jeu et tous les éléments qui sont dedans. Donc il y a évidemment toujours Tiga Blue qui est au premier plan. Ah, il faut que je branche ma batterie, sinon on va pas s'en sortir. Ah, ça serait dommage de couper. Ouais, c'est ça. Donc je me lève. Excusez-moi, c'est pas très élégant ce que je fais pendant C'est ce live. magnifique. Attends, et si tu veux, Ouais. je passe en pause le temps que tu fasses. Mais regarde, ça y est, c'est solutionné. Hop Je suis de là! retour. Oh là là, c'est beau la technologie. C'est incroyable. Donc il y a le méchant de l'aventure qui est John Bulldog qu'on voit juste derrière Tiga Blue là avec son Marcel blanc.
qui a l'air Euh, qui a l'air charmant. c'est Al-Qaïd. Ouais, t'as pas trop envie de te frotter à lui. Ouais, pas trop envie de te faire attraper, quoi. Non, et il met des bosses sur la tête. Donc les gens qui se procureront la boîte comprendront ce que je veux dire. Et donc il y a trois autres personnages. Tout à gauche, il y a un écureuil. Il était important d'avoir, parmi les quatre détectives, une parité, d'avoir autant de personnages masculins que féminins. Donc, tout à gauche, c'est un personnage féminin, qui est une référence pour nous adultes, un peu pop culture. C'est un Sherlock Holmes écureuil qui s'appelle Charlene Hult. À droite de Tigablou, il y a un hérisson qui est une référence à Hercule Poirot et qui a des petites moustaches en croc comme lui, mais il s'appelle Aristide Fenouil. Et enfin, derrière, qui est le long du bâtiment, c'est une suricate avec des grosses lunettes en cul de bouteille là, qui s'appelle Daria en hommage à Derrick. Donc l'idée, c'était qu'on puisse avoir des détectives qui font partie de la pop culture. Et puis tous les objets, donc on voit des billets de banque, des lingots, des diamants. Il y a la loupe, qui est un petit joker dans le jeu. On voit aussi le courrier de Vantigablou qui lui est transmis. Et puis un peu plus loin derrière, il y a le paillasson, qui est la case de départ de John Bulldog. Et puis il y a également l'os, qui permet de symboliser la fin de sa ronde. Donc c'était important d'avoir tous ces éléments-là sur la couverture pour donner envie et puis faire comprendre un peu quels étaient les tenants et aboutissants. Alors, je pense que personne n'a trouvé l'inspiration du jeu de société. Ouais, alors sur les lumières, c'était Mr. Jack. C'est Mr. Jack. Voilà, Je on ne... voulait avoir les contrastes comme dans Mr. Jack. Tac. Et bah, non, franchement, super cool. Ça a l'air joli Merci. et ça fait plaisir. Ce n'est pas un jeu allemand. Excusez-moi la petite blague. Donc voilà. Donc sinon, tu nous parlais des personnages. Donc je te laisse retourner là-dessus. Ouais, donc dans chaque aventure, en fait, on va pouvoir jouer le rôle d'un des personnages et puis le reprendre au jeu suivant. Euh, New Dog City, c'est à partir de 6 ans et l'idée, je dis bien l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner les minots qui jouent différents jeux. Tu vois, les deux premiers jeux, c'est à partir de 6 ans, le prochain, ce sera à partir de 7 ans Ainsi de et suite, ainsi de que ce suite. soit un peu évolutif, quoi. Exactement. Je tiens quand même, depuis tout à l'heure, on parle des illustrations, à tirer un coup de chapeau au travail de Florence Bourges, donc, qui est l'illustratrice, que je connais depuis très longtemps. Et, euh, et- et on a travaillé ensemble de manière assez naturelle. J'avais sollicité plusieurs personnes et Florence s'est montrée vraiment la plus motivée et celle qui avait le coup de crayon qui me semblait vraiment le plus approprié à ce que j'avais sur la tête. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Et puis aussi à Raphaël Le Dormeur, qui est le designer graphique. C'est lui qui conçoit tous les logos. C'est lui qui fait tout le travail graphique pour ensuite avoir les bons à tirer, qui m'accompagne dans les prototypes, qui fait les tests et qui est là depuis le début de l'aventure. Aussi avec son frère Gatien, qui lui est web designer, qui a fait le site internet. Donc je leur fais tous les deux une grosse bise. Et je les salue pour la qualité du travail et le plaisir que j'ai à collaborer avec ces gens-là, parce que Tigablou, même si c'est un projet, comme vous l'avez compris, que j'essaie de porter depuis des années, la boîte, elle ne ressemblerait pas à ça sans ce travail d'équipe qui a été un vrai plaisir. Puis il y a d'autres gens qui sont venus se greffer aussi à ça. Guillaume Defrada, qui est un compositeur qui a fait l'hymne de Tigablou, on peut dire ça, il appelait le thème, le Tigablou's thème. Et enfin, Kevin Esnar, qui est vidéaste, qui a fait le clip et qui filme les vidéos règles. Bah, bravo à eux.
C'est du bon boulot. Est-ce que tu as autre chose à ajouter au niveau du jeu? Eh bien, concernant les mécaniques, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Thomas, tu veux dire? Ouais, au niveau, ouais, en termes de jeu, oui. Euh, Ou, je vous ai parlé des différentes versions, je vous ai parlé voilà, il y a du punchboard, il y a des cartes. t'as, Euh, hum, pour développer le jeu, tu as des méthodes particulières. Tu pars d'une thématique et tu vas vers la mécanique, tu fais l'inverse. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt mécanique et après tu apportes la thématique au-dessus, non? alors, pour le premier jeu, ça s'est passé comme ça parce que quand j'ai commencé à concevoir ce jeu-là, j'avais pas encore l'idée de Tiga Blue. En fait, D'accord. tu vois, la mécanique de ce jeu-là, elle est arrivée en 2016. J'ai fait d'autres prototypes qui fonctionnaient pas et c'est seulement après où j'ai eu vraiment ce truc de me dire, voilà, je veux que mes jeux se racontent quelque chose et avoir un personnage qui est vraiment identifiable. Et ça, c'était Tiga Blue. La mascotte, c'est arrivé fin 2017. C'était pas un tigre au début, il s'appelait pas Tiga Blue. C'est arrivé plutôt courant 2018. Et c'est là où après, tu vois, ça a été beaucoup plus facile dans la conception. Mais je sais de partir à la fois des éléments narratifs, parce que moi, je sais ce qui se passe à la fin pour Tiga Blue, mais je peux avoir plusieurs chemins pour y arriver en fonction des personnages, puis en fonction de comment les gens vont réagir à cette aventure. Et, et, euh, et donc, j'essaie d'utiliser des mécaniques vraiment diverses et variées qui soient rapidement accessibles. T'as Guardian qui te demande si tu as fait beaucoup de tests. Et comment, d'ailleurs, comment tu organises tes phases de test Alors, merci à Guardian pour cette question, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interrogé au moment où j'ai commencé à faire des prototypes. Au début, New Dog City, je l'ai testé avec ma compagne. Et puis après, je l'ai testé avec Raphaël et Gatien, euh, dans mon environnement familial. Et en fait, je savais pas à quel moment il fallait que tu vois, je le montre au grand public, entre guillemets, en Hmm. participant à des salons en tant qu'auteur. Tu vois, j'avais cette sorte de peur de me dire, bah attends, est-ce qu'il faut que je montre, est-ce qu'il faut que je montre pas? Je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis, en fait, le fait, c'est vraiment tout bête, mais d'avoir fait une enveloppe solo et d'avoir, tu sais, les statuts de mon entreprise, je me dis, bon, bah voilà, c'est bon, là. En fait, de toute façon, je peux pas. À un moment donné, il va falloir que ça sorte, donc il faut que je montre un peu tout ça aux gens. Et j'ai testé à différents salons. Le jeu avec un public varié. J'ai fait tester à des gens qui avaient 50 ans et aussi avec des minots. Et ça a tout de suite bien fonctionné. Je l'ai fait avec des gens de mon entourage un peu plus loin. Je l'ai fait tester à des boutiques. Je l'ai fait tester à des professionnels du jeu. Et, Ouais, et ça a été un les échos. minima, mais t'as testé, quoi. Ah, bah, le jeu, New Dog City, il a été testé, je sais pas, 200 fois au moins, quoi. Hmm. Donc, J'ai cru voir que tu allais quand même à pas mal de salons et de festivals aussi, donc que t'étais quand même que Tigablo était présent, en tout cas dans la région. ouais. Dans la région. Est-ce que tu penses dans les mois qui viennent faire des salons un peu plus éloignés peut-être? Ouais, ouais, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis maintenant, Ouais. puisque j'ai pris ma place, je vais avoir le J'ai pa- privilège d'aller à... j'ai payé, donc bien sûr que je vais venir. Et ouais, on va le dire ça comme ça, Thomas, tu as tout à fait raison. Je serai à Paris et Ludique pour présenter New Dog City cette année. Et puis il y a d'autres salons qui vont venir, des salons nationaux, des classiques. Je pense que je serai à Vichy en septembre prochain, à Est-ce que Cannes. tu vas faire le Ouais. flip? Alors, le Flip, je connais pas bien ce festival, C'est mais tous par... les gens qui m'en ont c'est- parlé m'en ont dit le plus grand bien, parce que c'était... C'est un des, c'est un à faire vraiment, je pense,
Et vraiment, si tu veux faire découvrir, bah, c'est un des plus gros de France pour moi. C'est à ne pas rater, quoi. Tu vois. C'est. Alors J'ai vraiment cette malheureusement, je crois que impression, cette moi. année, je vais le rater. Ouais, c'est possible. Parce que c'est bientôt, je Alors, crois. en fait, ce qui m'interrogeait beaucoup avec ce festival, j'ai cru comprendre qu'il était sur une quinzaine de jours. Hmm. Et en fait, moi, j'ai une activité professionnelle à côté Ouais, qui fait que c'est compliqué pour moi de prévoir beaucoup de choses hmm. à l'avance. Et je sais même pas si on peut venir juste 2 jours, 3 jours. En fait, j'ai pas du tout pris le temps de me renseigner concernant ce festival parce qu'il fallait que je cible Ouais, normal. des salons à la fois locaux et plus nationaux pour Mais commencer à promouvoir Tigablue. Mais renseigne-toi peut-être pour qu'à terme, ouais, les. avec plaisir, hein. Renseigne-toi sur les autres années parce qu'il y a quand même. Ouais, t'es pas engagé sur 15 jours, je pense, hein. D'accord. Moi, j'ai vu plein d'amis auteurs qui y vont genre 2-3 jours, 4 jours, etc. Il y en a qui font une semaine ou pas l'autre, etc. Donc je pense qu'il y D'accord. a. Et c'est vraiment un salon qui est assez orienté joueurs. Donc tu as vraiment des joueurs qui viennent. Tu sais, tu as des salons qui sont plus ou moins professionnels. Ouais. Et tu as des salons qui sont plus orientés joueurs. Pour moi, je pense que Partenay, tu as pas mal de joueurs aussi. Donc si tu veux faire vraiment. Si tu as un proto à faire tester ou ce genre de choses, c'est un très bon. D'accord. C'est un bon festival. Et j'ai toujours entendu vraiment du bien du flip, que ce soit avec les professionnels dans les boutiques, Mm. ceux qui sont du côté édition, distribution, encore les gens qui étaient avec moi dans la licence professionnelle à Cholet, d'ailleurs, que je salue ce soir. Euh, c'était euh, C'était toujours très positif. Mm. Si tu y vas un jour, fais-moi signe. Je t'accompagnerai peut-être pour aller Parce que- pour faire la route, je ne sais pas. Bah, avec plaisir, Thomas. Donc voilà, donc si vous voulez le découvrir, bah, Paris est ludique, c'est début juillet, tout début juillet. Donc pour ceux qui seront à Paris ludique, allez lui faire un petit coucou et allez tester New Dog City. Euh, donc, on disait en début de live que ton projet était en financement participatif à l'heure actuelle. Donc si j'affiche ça, hop, tu as une belle page Ulule et tu as déjà un projet, et on te dit félicitations, qui est, Merci. qui est financé à 118% pour le moment, avec une tentative d'aller sur les 150%. Il te reste 9 jours, donc ce qui est tout à fait envisageable. Il y avait combien de jours au départ? 30. 30, 30, en ouais, fait, juste un petit mois. je vais être honnête avec toi, Thomas, quand j'ai pris la décision de faire de la prévente, en fait, l'idée, c'est que les boîtes, elles allaient sortir, et c'était surtout pour moi une action de communication, de faire c'est ce que certains professionnels m'ont conseillé, même si la cible n'est pas forcément adaptée à ça. Ça me permettait tu vois, d'avoir des contacts un peu presse aussi, pour New Dog City, d'avoir de la matière sur Internet. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, les campagnes, les choses comme ça, et j'ai été bien accompagné par l'équipe d'Ulule. Je tiens à remercier Emma, qui est une personne avec qui je n'ai échangé que via des messages, mais on sent que c'est quand même une machine qui est bien rodée, qui, moi, je savais un peu où je voulais aller, donc ça m'a aiguillé sur à quel moment je dois mettre des posts sur les réseaux, qu'est-ce que je dois faire pour sensibiliser les gens. Et je trouve que ouais, c'est assez enrichissant. Enfin, j'ai appris plein de choses. Avant, j'étais nul sur les réseaux sociaux. Enfin, et ça m'a permis d'acquérir des compétences pour me servir de la suite Facebook Business, par exemple. Ça peut paraître vraiment
très Si t'as pas basique, quelqu'un, mais alors si t'as pas quelqu'un pour t'expliquer à minima comment ça fonctionne, c'est pas le truc le plus intuitif, hein. J'ai eu l'occasion de l'utiliser un petit peu sur une autre activité. Voilà, faut qu'on t'explique au moins comment ça fonctionne. Après, tu peux te débrouiller, mais c'est quand même. Je suppose que c'était pour faire de la pub ou ce genre de choses, de la pub ciblée peut-être. C'était quoi? c'était pour Facebook Business. En fait, tu peux préparer tes posts, enfin, tu sais, les Ah, c'est programmer pour à les l'avance. programmer en avance. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai essayé de faire un peu de pub sponsorisée, d'en avoir une avec la vidéo qui tourne là. Euh, C'est bon, juste. c'était. Donc, l'idée générale du Ulule, c'est vraiment de faire parler de toi plus Ouais, que c'est ça. d'avoir un financement pour le jeu. Alors, je vais expliquer pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce que j'aime bien sensibiliser un petit peu. Le financement participatif, faut faire attention. Parce que si le projet se fait pas et que vous avez engagé des fonds, théoriquement, si le projet se fait pas, c'est dommage, hein. Là, les gens Euh, récupèrent les fonds, hein, tout de même, si le projet se fait alors, pas, hein. si la boîte en face dépose pas le bilan, tu peux récupérer les fonds, mais il y a des fois ça se fait pas. Donc faut faire un petit peu attention quand même au financement participatif. Là, on est dans un cas où en fait, il n'a pas vraiment besoin de cet argent-là, c'est vraiment pour l'aspect communication qui est là. Donc déjà, c'est un peu rassurant dans le sens où tu limites les risques d'un côté pour toi et là, vous êtes sûr d'avoir les choses prévues si vous pledgez. Je sais pas si on dit pledge sur Ulule, mais si vous contribuez. Excusez-moi. Contribution, ouais, c'est ça. Est-ce Euh, que je peux apporter une petite précision, Thomas? Vas-y. Alors, moi, je connais pas toutes les plateformes de financement participatif. En fait, sur Ulule, il y a deux modes. Il y a vraiment soit les gens demandent un montant seuil, Mhm. je sais pas, 1000 euros, 2000 euros, peu importe. Et si ce montant est atteint ou dépassé, les gens qui ont contribué reçoivent des contreparties. En revanche, si le montant n'est pas atteint, les gens récupèrent leurs billes. Oui. Et, Oui, et, oui, on et est sur d'accord Ulule, là-dessus. tu peux aussi choisir un nombre de préventes. C'est ce que moi j'ai choisi parce que comme tu disais, c'était pas. En fait, J'ai- moi, j'ai- je parlais plus quand tu as dépassé le palier, donc le projet est validé, l'argent est débloqué et envoyé. S'il n'est pas réalisé ou produit, Voilà, d'accord. voilà. Ou tu as des coûts, je citerai pas mais les prix ont augmenté de transport, donc si vous voulez vraiment qu'on vous l'envoie, ça va être 15 euros de plus, et puis 5 euros de plus. Et en fait, tu te retrouves à payer Non, 20 balles de plus, un truc. là ça va Voilà. pas se passer comme ça. Non, non, du tout. En fait, tu vois, là, les D'ailleurs, bons à tirer sont. voilà. Et tu me disais, c'est même en plus format court, c'est que vous n'allez pas attendre un an dans le cadre de Tiga Blue, c'est Non. prévu pour la fin d'année, quoi. Ouais, ouais. L'idée c'est que le jeu il arrive chez les contributeurs en octobre ou plus tard. Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est super cool. Donc Tu me il y a parles, des offres avec voilà, des quelques goodies. Il y a. le top, Il y a- le top bag, Ouais, c'est ça. Il y a le tote bag avec le tote badge, bag. et puis il y a des offres à des tarifs préférentiels si on prend plusieurs boîtes. Donc, Donc en ça a gros, été une très chouette. si on est une boutique ou ce genre de choses, potentiellement, on peut les commander en pré-vente. Ou Alors, tu as si des tarifs préférentiels pour les boutiques aussi. ouais, en fait, j'ai mis plus bas sur la page que si les boutiques étaient intéressées par le projet dès maintenant. En fait, elles pouvaient me Mhm. solliciter, et puis on essaiera de faire un truc un peu spécifique. Donc, D'accord. les copains d'une boutique vont pouvoir bénéficier de la visite de la mascotte, par exemple, qui peut être très sympa quand il y a des mômes qui sont là, quoi. Donc c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu, hein, il y a une mascotte sur mesure qui peut participer au salon. Et Tadam. voilà, il est là. Et Et il sera à Paris et ludique, donc on verra la mascotte. alors pas à Paris ludique, parce que je vais être honnête avec toi, Thomas, et on va casser un peu l'envers du décor. Là, c'est que Tigablo, il a très très chaud l'été.
Ouais, Il a très ouais, très chaud c'est l'été. c'est ce que j'étais en train de me dire avant de poser la question. Et, le tigre à la mèche bleue, il vit très mal les fortes chaleurs, surtout en extérieur. Mm. Mais il sera présent sur des festivals en intérieur plutôt l'hiver et il anime les réseaux sociaux. En fait, l'idée c'était d'avoir aussi que Tigablou soit là pour mettre les jalons de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut aussi suivre un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on le Mm. voit recevoir son courrier, on le voit parler des détectives. Donc là, tu vois, il y a eu une petite pause avec la campagne de prévente, mais il y a fort à parier que prochainement, il va nous parler de son arrivée à New Dog City et nous dire comment ça se passe pour récupérer ce qu'il y a a priori dans les souterrains de la ville. Et les enfants qui ont eu la chance de rencontrer Tigablou au salon Jouon à Mondeville étaient assez euphoriques. C'est des moments assez sympas de voir les Mm. enfants s'approcher de la mascotte, faire des photos avec. Ouais, Ah bah je pense que c'est marketing en termes marketing c'est fort quoi. Après faut avoir une mascotte motivée quoi. C'est surtout ça. Euh, Tigablou est souvent, j'ai envie de faire le mauvais mot, mais il a souvent mangé du lion, donc il est souvent très en forme, ouais. En fait, Devontard va être déçu parce qu'elle voulait faire un gros câlin déjà à la mascotte et donc elle verra pas. Elle demande si elle se déplace à domicile par contre. C'est Euh, c'est c'est- 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 c'est pas prévu encore pour c'est pas l'instant, prévu. d'inventaire. C'est pas prévu. En revanche, voilà, comme je le disais, quand il y a des boutiques qui sont intéressées par le projet dès maintenant, là, il peut y avoir une petite visite euh, de Tigablou. Ça, c'est des choses que j'aimerais faire Son à anniversaire est l'avenir. en octobre. Elle le précise comme ça au cas où elle habite pas Et, très et, loin. et ben, Devantar, peut-être que, tu vois, l'idée, c'est que le jeu arrive peut-être dans les boutiques, et donc dans ce cas-là, peut-être que ça Et il fait pas trop chaud pourra en rencontrer octobre. Tigablou. Non, il fait pas trop chaud en octobre, c'est juste. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, donc auteur Julien Lecœur qui est là. Florence Bourges, illustratrice et professeure d'art. Raphaël Ledormeur qui est graphiste et Gatien Ledormeur, web designer. Pour la musique et compositeur de la musique officielle, Guillaume Defrada. De Defrada. Frada. Et Kevin Esnar qui est vidéaste. Donc c'est lui qui t'aide à monter tes petites vidéos, tout ça, je suppose. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, on se rend compte quand tu développais un projet comme ça, où moi j'essaie de faire tout de A à Z, ça demande plein de compétences et moi j'ai pas toutes ces compétences. Déjà d'un point de vue visuel, Mhm. je trouve que la couverture est très réussie et heureusement qu'il y a eu ces professionnels-là qui m'ont accompagné. Et il en fallait d'autres sur l'aspect, tu vois, plus communication, que ce soit sur le web design, sur la musique, sur la vidéo. Et je tiens aussi à préciser que cette aventure entrepreneuriale, moi, tu disais, j'ai voulu tout faire de A à Z. Je me suis aussi fait accompagner par la CCI, parce que j'ai Mhm. jamais eu entrepris jusqu'à présent. Et ça a été une vraie chance de pouvoir être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, de rencontrer des porteurs de projets et d'essayer de baliser un peu le parcours jusqu'à la sortie, quoi. Tu veux nous parler un petit peu de ce projet justement de création, un peu création d'entreprise, hein, c'est une boîte d'édition quand Ouais, même. ouais, ouais, Tu peux nous en parler un petit peu alors, bien sûr. avec les difficultés et ce qui t'a plu dans on va dire, cet exercice de création d'entreprise. Ouais, Alors, je vais comme je juste te le couper. disais, Est-ce que tu as je t'en prie. est-ce que tu peux allumer ta lumière parce que bientôt on va plus te voir. C'est vrai. Alors attends, j'ai une petite lampe derrière moi. Je vais voir si
C'est foireux, vous me le dites. Ouais, c'est foireux. Voilà, j'ai Non, l'impression de te Non, ça va? ça va se faire, t'inquiète. Ouais, c'est un peu Non, je mieux. peux. Attends, attends, on va faire autre chose. Je vous laisse une Vas-y, petite seconde, on va je t'en prie. déplier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les noterai et je lui poserai en temps voulu. Je vais éteindre celle de derrière, vous allez me dire si c'est mieux. Ouais, elle a l'air un peu jaune. Qu'est-ce Ça que va se tu faire. préfères, Thomas? On va dire que c'est mieux comme ça parce que sinon, au bout d'un moment, on va plus te voir. Mais t'inquiète, Ok. c'est notre faute. On n'a pas testé la lumière en amont. C'est de notre faute. C'est de ma faute. Devontar valide, donc c'est que c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Devantard. Donc, vas-y, ton projet, comment ça a débuté? Qu'est-ce que tu as aimé? Et quelles sont les difficultés que tu as eues? Et qu'est-ce que tu conseillerais à la fin à quelqu'un qui aimerait se lancer dans justement une création de boîte d'édition, de jeux de société? Les petits tips peut-être, si tu en as à donner. Bien sûr. Alors, comment ça a commencé? Je le disais en préambule, c'était lorsque j'étais en formation à, à- à la licence pro, où j'ai eu ce module création d'entreprise. L'intérêt pour moi, c'était de pouvoir faire mes choix et de mener un projet de A à Z. Et ça, c'était vraiment été pour moi le leitmotiv jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai essayé de construire une ligne éditoriale. Je pense que de recourir au maximum d'aide qu'on peut avoir professionnelle autour de soi est capital. Parce que quand on porte un projet comme ça, on va mettre toutes ses compétences, toute son envie au service de ce projet. Mais il y a aussi des limites qui sont déjà le temps qu'on peut y consacrer. Une journée, malheureusement, ne dure que 24 heures. Et puis, il y a des choses qui seront, même si on sait mieux parler du projet, même si on sait exactement ce qu'on veut, qui seront mieux faites par des gens qui ont d'autres compétences. Et ça, c'est l'apprentissage de la délégation est quelque chose qui me semble crucial également. Comme je le disais, moi, j'avais pas eu l'opportunité d'entreprendre jusqu'à présent, et donc en Normandie, il existe un programme qui est financé par le conseil régional pour accompagner des porteurs de projets gratuitement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas déboursé un seul centime pour bénéficier de l'accompagnement à la Chambre de commerce et d'industrie. Et je suppose que ces programmes-là existent dans d'autres régions. Donc ça, c'est aussi un bon conseil que je proposais. Et de parler avec des professionnels, ça me semble capital. De tester les jeux, évidemment, mais de prendre son temps. De prendre son temps, de savoir où on veut aller, parce que le marché du jeu aujourd'hui est vraiment saturé. Il y a des boîtes, je pense qu'il en sort plusieurs toutes les semaines. Et la difficulté pour un éditeur nouveau comme moi, c'est d'arriver à se démarquer. C'est d'avoir quelque chose qui fait que les gens vont s'intéresser à ta boîte parce qu'il y a une originalité, parce qu'il y a quelque chose qui est différent, et de savoir à qui tu t'adresses. Ça, je pense que c'est important d'avoir un peu une connaissance de son public et de savoir quelles sont en fait tes valeurs différenciantes. Mais ça, c'est valable pour n'importe quelle entreprise en fait. C'est-à-dire quelle que soit la structure que tu montes, c'est savoir quelle est ta valeur ajoutée, quel est le service ou le produit que tu vas apporter à tes clients. Tu vois, là, je parle vraiment plus côté entrepreneur. Parce que la chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on est dans un secteur de passionnés. Et rapidement, moi, j'ai voulu démarquer mettre une ligne entre le joueur passionné de jeu que je suis, qui aime, comme on le disait, jouer à Puerto Rico, jouer à l'âge de pierre, et les jeux que je souhaite faire. Pour moi, j'avais pas réussi jusqu'à présent à faire des jeux pour les joueurs, et j'étais plus à l'aise à faire des jeux pour les enfants.
tu vois. Et c'est là où je pense qu'il est important de savoir, en fait, vraiment de dissocier ce côté joueur et le côté entrepreneur. Euh, et puis je pense d'être réglo, mais ça c'est peut-être pas que en tant qu'entrepreneur, mais essayer de tenir ses engagements et de travailler avec des gens de confiance. Ouais, mais ça c'est valable un peu partout. C'est peut-être un peu plus bateau. Ouais, c'est quand même mieux, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis voilà, des fois il y a des choses, faut se laisser un peu porter. Ça me fait Quand tu vois la penser. communication qu'il y a, Ça je me t'en fait prie. penser ce que tu dis. Je vais faire un petit message perso, mais je voudrais remercier ma femme qui m'aide à faire un peu tout ce qui est visuel sur la chaîne. On la remercie pas assez, mais elle fait le travail de modération et plein de choses en totalement masqué parce qu'elle se met jamais en avant ou quoi que ce soit. Donc je la remercie publiquement au passage parce que ça fait plaisir d'être accompagné sur des sujets comme ça et ça nous libère du temps pour faire d'autres choses. Il y a plus, on peut mettre plus d'heures aussi dans des projets comme ça et ça fait plaisir de travailler avec des gens de confiance comme tu le dis euh, et ça fait du bien. Donc voilà, T'as petit message. entièrement raison, Thomas. Je me permets de poursuivre ton propos. C'est que quand, quand on prend la décision d'entreprendre, le soutien familial, il est crucial, quoi. Euh, c'est d'avoir, comme tu disais, le soutien des personnes de ta famille, tes amis. C'est c'est ce qui te donne du boost parce que quand tu as un projet comme ça, tu t'es vraiment sur des montagnes russes, quoi. Moi, pendant des années, je dis non, mais c'est jamais le jeu il sortira. Et puis des fois, je dis, bah ouais, c'est trop bien. Enfin, Et c'est vraiment en dents de scie tout le temps, quoi. alors je suis assez d'accord avec toi. Par contre, c'est avec Théo Rivière, je crois qu'il en parlait sur un de ses lives. Il y a ce côté aussi où toi, au début, tu as fait tester surtout à ton entourage proche. Est-ce que tu avais pas, est-ce que tu avais justement, lui il dit le problème avec l'entourage proche, et c'est beaucoup d'auteurs qui le disent, c'est que bah, ils osent pas te dire quand c'est mauvais ou il y a des fois ils cherchent trop à être positifs avec toi et justement pas t'indiquer là où ça va pas ou ce genre de choses. Ouais. Est-ce que t'as pas eu cette problématique, toi, justement, vu que tu as l'air d'avoir été super bien entouré, justement, dans ce développement de jeu. Donc, est-ce que tu as eu cette problématique ou pas? C'est une excellente remarque et en effet, il faut savoir faire preuve d'objectivité sur les retours qu'on te fait, ce qui n'est pas simple. Et en fait, je suis 100% d'accord avec ça. Mais avant, tu vois, moi, d'avoir le step de dire, je le montre à des professionnels, il faut que je sois à peu près sûr Ah oui, oui. de, des règles, de comment ça va tenir. Et en fait, pour moi, l'entourage proche, c'est une forme de pré-test, tu vois. C'est des gens qui vont, en fait, c'est ceux qui vont pouvoir te permettre de te mettre en condition réelle de test, Mm. d'être au clair sur ce que tu vas vouloir présenter à des gens et ouais, comme je le disais, de te mettre en condition pour échanger avec des professionnels. Donc, tu vois, moi, il y a des jeux que je teste avec mon entourage proche, même si les gens me disent, ah, ça c'est sympa, c'est cool. Moi, je me rends compte que ce que je fais, ça me plaît pas du tout. Et puis, ça n'a aucun intérêt. Mm. Il y a plein de protos que j'ai fait sur lesquels on avait avancé avec Raphaël et en fait, on les a laissés de côté. Même si mon entourage me dit, ah, il y a de l'intérêt, ça c'est cool, machin. En fait, moi, j'ai trouvé ça naze. on a, on a préféré arrêter. Mais il faut déjà le tester avec des gens et j'ai pas envie Ah de ouais. mobiliser des professionnels pour un truc sur lequel je pense que c'est un peu bancal, tu vois. On est Donc, d'accord. Après, tu as ouais, les ouais. festivals, Pour c'est moi, parfait. Les festivals, et tu dis pas que t'es l'auteur. Tu vas voir, tu auras des avis assez tranchants des fois. ouais, 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 je suis d'accord. C'est important et moi, je j'ai pas la prétention d'être un auteur génialissime. Ce que je sais, c'est de faire des choses cohérentes avec la ligne éditoriale et qui sont adaptées au public que je cible. Mm.
Non, mais c'est déjà pas mal, hein. On en avait parlé quand on s'était vu, mais il y a des jeux qui sont très réputés. J'avais pris l'exemple de Splendor, je crois, où c'est hyper simple, tu as trois actions et le jeu il a sa complexité, mais dans la simplicité pure. Il y a des Bien fois, sûr. juste rajouter une petite mécanique à une mécanique qui est déjà connue de tous, des fois c'est suffisant pour faire un jeu qui a de l'intérêt, etc., quoi. Et là, clairement, ça, dans ton cas en tout cas, ça n'a pas l'air d'être une copie de quelque chose qui est déjà fait 100 fois à côté. Il y a quand même Non, non. l'envie d'essayer de faire un nouveau truc. Donc on ressent bien cette envie justement de faire un truc accessible et intéressant à la fois et qui soit d'une certaine manière innovant avec des mécaniques traditionnelles mais qui reste un peu comme dans de l'innovation dans la mécanique de jeu, quoi. Euh, C'est l'objectif. Je te remercie, Thomas. enfin, de rien. Donc les tests, donc tu t'es fait accompagner par la région. Donc là, tu conseillais justement à tout le monde de voir si dans leur coin, ils avaient des gens qui pourraient, la région pouvait les aider justement à monter leur projet. J'ai vu que d'ailleurs, dans le Calvados, en tout cas, tu es surmédiatisé en ce moment, j'ai l'impression. Ma, ma mère, elle est rentrée. On a mangé ensemble. Ma mère est rentrée. Je crois que le lendemain, elle m'a dit, tiens, t'as été manger avec un auteur de jeu. Je l'ai entendu à la radio le lendemain ou le jour même, je ne sais plus. Donc c'est marrant parce que j'avais abordé le sujet que j'allais te voir et elle a fait le rapprochement direct, etc. Et il y a pas mal de gens de la région justement où on te voit dans les journaux dans les journaux locaux. D'ailleurs, comment tu vis ça? Tu t'attendais à autant d'articles, autant de trucs ou pas du tout? Non, 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 non. En fait, c'était une question que je m'étais posée, c'est comment je vais faire pour solliciter la presse? Et en fait, comme je le disais, le conseil régional, enfin via la CCI, m'a accompagné et a adoré le projet. Et en fait, dans le cadre tu vois, des accompagnements qu'ils font comme ça, euh, ils essaient de mettre en avant certains projets. Et là, le côté de la mascotte, ça leur a vachement plu. Il y a une mascotte aussi du conseil régional, donc les gens de la D'accord. région ont imaginé un petit film, ce qui fait que ça a fait venir la presse et ça a fait parler un peu du projet. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs articles, d'être sollicité à la radio, ce qui permet, tu vois, aussi d'avoir ce live ce soir. Mhm, oui, ben Et, c'est grâce à ça. et donc, ouais, les choses en ont enchaîné une autre. Et c'était, ouais, tu vois, je me disais qu'il fallait que je sollicite la presse, mais ça s'est bien fait parce que le projet a plu à des gens qui étaient plus en contact avec les radios et les journaux. En tout cas, ouais, en tout cas, voilà, t'étais très visible en tout cas ces dernières semaines. J'ai envie de dire tant mieux, hein. Et, et Vas-y. pour répondre à ta question, comment je vis ça, ça n'a pas changé mon quotidien. Très Ouais, clairement. ouais, non, non, mais Euh, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu t'attendais à autant de visibilité d'un coup, même si c'est de la visibilité non. locale, ça fait quand même plaisir quand tu lances un projet qu'il y a des gens qui en parlent, quoi. Tu te sens un petit peu moins seul. Ouais, non, ouais, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que ça morde avec la presse comme ça rapidement. C'est une chance. Ouais, je suis très heureux de ça, d'avoir des journalistes, des gens comme toi qui s'intéressent à ce projet. C'est vraiment un privilège que j'ai pour le début de cette aventure. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils à quelqu'un qui aimerait se lancer justement dans ce genre d'aventure? Euh, le conseil que je peux donner, mais c'est peut-être plus un conseil que je sais pas, peut-être un peu plus personnel. Depuis que je suis môme, moi, j'ai jamais voulu faire comme les autres. Donc, Mhm. tu vois, il était important pour moi d'avoir une ligne éditoriale bien claire,
quelque chose qui ressemblait pas aux autres. Le fait, tu vois, d'avoir trouvé cette idée de mascotte et d'avoir une série, à ma connaissance, ça n'existait pas dans le jeu. Et pour moi, ça me donnait un cadre et une ligne éditoriale très claire. Et si quelqu'un se lance dans le secteur ludique en voulant faire plusieurs jeux, je conseillerais humblement de réfléchir à la ligne éditoriale, qui peut être sur des thèmes, mais qui peut être sur la manière de travailler avec les professionnels, qui peut être, enfin, d'avoir quelque chose qui est identifiable et reconnaissable tout de suite. Parce que si on fait quelque chose qui est généraliste ou comme les autres, ben on va voir les mêmes résultats que les autres, peut-être en moins bien. Donc, t'as t'as Subverti par exemple qui est plus dans le sud de la France, mais qui eux ont une politique de production assez locale, territoriale on va dire, en Europe et faire des choses un peu écolo. Et ils ont des petites boîtes qui se ressemblent. Ça fait partie de tout ce qui est ligne éditoriale. Ça peut être des choses comme Yellow et sa gamme minigame, par exemple. C'est des boîtes très tout à fait, reconnaissables, ouais, ouais. etc. Il y a plein de petites boîtes qui ont éco-responsables. Merci, Desmontard. Ouais, c'est ça. Le format des boîtes, ça peut être, tu vois, déjà un critère simple de ligne éditoriale dans un premier temps. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à tout ça sur ce que tu as envie de proposer et comment aussi on va t'identifier. Donc voilà. Donc un beau projet. Oui. Ensuite, la suite, t'en as un petit peu parlé. T'as déjà prévu une suite. T'as déjà prévu de nouvelles aventures à Tigablou. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu vois, je sais pas, peut-être tes 2 prochaines années, sans donner forcément beaucoup de détails, parce que je sais que garder des surprises, c'est important. Mais nous donner un petit peu d'informations sur vraiment comment tu te vois dans les 2 prochaines années dans ton activité ludique. Eh bien, ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que j'espère qu'il y a d'autres jeux de Tigablo qui vont sortir. Donc, comme tu disais, Thomas, il y a un deuxième et un troisième jeu qui sont en cours. Le deuxième jeu, on est en train de travailler sur les illustrations avec Florence. Donc, l'idée, c'est voilà, je travaille toujours avec cette équipe-là. Les gens que j'ai nommés tout à l'heure, Florence pour les illustrations, Raphaël pour le design graphique, et puis certainement aussi les autres personnes pour le web design et la vidéo, par exemple. Et d'avoir un deuxième puis un troisième jeu qui sortent, une activité avec des salons, essayer d'aller rencontrer les gens, prendre les conseils, le retour, et puis surtout essayer de s'amuser avec tout ça. C'est ça l'idée, et j'espère que ça va plaire aux gens. Donc c'est un projet moi qui me passionne, qui est quand même assez chronophage. C'est encore, je refais la pirouette sur le fait d'être bien accompagné. Et puis, ouais, je fais une parenthèse encore sur ce que tu disais, les conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut créer. Le vivre du jeu, c'est quand même assez compliqué, hein. Il y a des gens qui en vivent bien aujourd'hui, mais pour beaucoup, c'est une passion. C'est de pas cramer les deux bouts pour ne faire que ça, quoi. Je pense que comme tout projet entrepreneurial, il faut aussi garder les pieds sur terre et puis réfléchir à comment on vit à côté, quoi. Et pas. Moi, Alors, vas-y. j'ai choisi l'option de faire sur le long terme. Tu vois, je te disais, le premier prototype, il date de 2016 et là, on est en 2022 quand le premier jeu va Ouais, sortir. c'est un projet qui a eu le temps de mûrir, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, comme je te disais, c'est pas mon activité principale parce que je sais pas comment les gens vont recevoir Tigablu, enfin comment il va être accueilli et
Je préfère garder les pieds sur terre en me disant, bah, dans le pire Euh, des cas, je me serais bien amusé les quelques billes que j'aurais mis dedans, bah, peut-être que tu vois, je retomberai sur mes pattes et ce sera déjà très bien. pour que les gens qui ne sont pas au courant comprennent, pour gagner de l'argent en tant qu'auteur, faut soit faire un best-seller, genre vendre un truc à des chiffres très très hauts, soit Mhm. avoir fait beaucoup, 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 beaucoup de jeux, et en plus tu es souvent payé, mais plusieurs mois après. C'est-à-dire que tu fais ton jeu, il part en production, 2 ans après, il va peut-être sortir, et peut-être que quelques mois ou peut-être un an après, tu vas peut-être toucher de l'argent. C'est-à-dire que c'est de l'investissement sur le long terme et c'est assez compliqué d'en vivre à l'heure actuelle. Une des façons d'être un peu plus rentable, c'est de faire de l'auto-édition parce que tu vas gagner de l'argent tu vas gagner un peu plus d'argent qu'un auteur qui est juste auteur. Par contre, tu vas beaucoup plus investir parce que en plus que du temps, tu vas investir de l'argent. Donc, ça veut dire que tu vas prendre encore plus de risques. Donc, c'est à double tranchant. Donc, il faut faire Bien sûr. attention là-dessus. Voilà. Mais à l'heure actuelle, en France, quelqu'un qui vit du jeu de société en tant qu'auteur, en tout cas, bah, il a à la fois beaucoup de chance et il a à la fois il fait beaucoup, beaucoup de travail. C'est rarement avec son premier jeu que on devient, je veux dire, autonome et qu'on n'ait que ça comme activité. C'est important que tu précises ça, Thomas, parce qu'on peut s'imaginer parfois de confondre la popularité dans son cercle de quelque chose avec un succès financier. En effet, ils sont pas nombreux les auteurs qui vivent à temps plein du jeu de société. Je crois que quand on avait déjeuné ensemble, on parlait de Bruno Catala, d'Antoine Boza. Il y en a quelques-uns comme ça, encore Bruno Feduti, mais en effet, c'est des gens qui ont eu des Petite succès dizaine, dans quoi. leur jeu et qui ont fait beaucoup de jeux. Mm. Donc, ouais. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais en tout cas, c'est juste. Moi, je vois ça comme. C'est pas pour pousser les gens à dire non, ne faites pas ça. C'est juste allez-y doucement avec un bon projet puis qui a eu le temps de bien mûrir pour rentrer progressivement. Mais il faut pas s'attendre à hop, j'ai trouvé une mine d'or etc. C'est pas le Non, bon milieu non. pour ça. Je suis désolé. Mais ceux qui ont envie Alors, d'y aller, ça peut être une bonne expérience aussi. De création d'entreprises, de projets qui peut être intéressante. Allez-y. Et ça peut être une passion qui vous rapporte de l'argent, ça peut être des choses. Donc, faut pas hésiter à aller au bout de vos projets. Mais faut juste rester réaliste, comme le dit Steph. Donc voilà, donc pour la suite, 2 jeux dans les bacs. Vous pourrez trouver un indice sur le prochain jeu dans New Dog City, si j'ai bien compris. ouais, tout à Parce fait. qu'il Il y a y un a, indice qui va nous donner des éléments sur ce qui va se passer dans le prochain jeu. Il va falloir chercher un peu, mais tout est dans la boîte. ouais, moi ça me plaît cette histoire de jeu de piste et tout. Voilà. Après, il va falloir attendre, c'est dommage. Est-ce que tu as une prévision quand même en tête de la sortie de tes 2 et 3e jeux ou pas du tout? C'est vraiment là, tu te concentres sur celui-là, tu le sors et après tu passes sur le dossier suivant ou tu as déjà une vision d'à peu près de tes sorties? Euh, J'essaie d'en avoir une. Ouais, Question, c'est est-ce que je vais la respecter? C'est, c'est déjà bien d'en avoir une, hein. j'aimerais que, ouais, j'aimerais que le deuxième jeu sorte au premier semestre 2023 Mhm. et, euh, et le troisième jeu, s'il peut arriver à Noël 2023, c'est très bien. Sinon, on essaiera de faire en sorte qu'il arrive au tout début de l'année 2024. Donc,
Alors, Voilà, je pense qu'il faut être patient pour faire quelque chose qui est bien maturé, bien réfléchi. Et ce que je souhaite surtout, on a parlé de passion, moi ce qui m'anime depuis toutes ces années, c'est d'avoir quelque chose qui me plaît et dont je suis euh, fier. ouais, fier, on va dire ça comme ça. Mm. Ouais, je suis très content de voir la tronche de Tigablo, de me dire, voilà, ça c'est un truc avec toute l'équipe qui m'a accompagné, qui est sortie de nos têtes. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup, de dire qu'on a utilisé cette intelligence collective pour arriver à un projet fini qui aura l'accueil que les gens voudront bien lui réserver, mais dont qui correspond du moins à ce que je souhaitais faire. Euh, j'ai encore perdu ma dernière question. Ça, ça m'arrive tout le temps. C'est un gimmick. Ça va être Ok. mon gimmick, je crois. Non, mais en tout cas, oui. Donc, bah, c'est bien, c'est-à-dire que la suite, elle est déjà prévue. Oui, on en avait parlé. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as dit que tu restais comme tu es auteur, tu as ta vision de ce que tu veux faire, tu as ta boîte d'édition qui est ouverte maintenant. Tu m'avais dit que par contre, tu restais ouvert à des projets, si on venait te les proposer de jeux, s'ils rentrent dans ta ligne éditoriale de Tigablu, en fait. C'est-à-dire que si c'est adapté et que dans ton univers, ça peut être adaptable dans ton univers et que tu trouves le projet intéressant, tu restes ouvert à l'apport d'un autre auteur voilà. Salut, ça les dérange. Évidemment, je suis complètement ouvert au fait qu'il y ait des gens qui viennent me proposer des jeux. L'idée, comme je pense que Tigaboo est un projet assez original, c'est qu'il va falloir qu'il colle en fait avec, avec l'aspect narratif. Donc, c'est c'est une discussion qu'il faut avoir avec une personne qui propose un jeu. Est-ce que on est prêt à, voilà, à faire en sorte que le thème colle, adapter des éléments à la ligne éditoriale? Bon, ça c'est ce que beaucoup d'éditeurs font, mais est-ce que l'auteur il est prêt à avoir justement un jeu Tigablu, quoi? C'est ça l'idée. Ouais. Mm. Voilà. Alors, est-ce que tu as un autre sujet sur lequel que tu vas aborder ou Je un vais dernier mot? regarder l'heure, Thomas, parce Oui, quelle heure oui, c'est pour ça. ah Il oui, est on a 22h30, donc 22h30. c'est pour ça que je te dis, là, on arrive Euh, sur la fin. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais aborder ou est-ce que on va s'arrêter là? Mais tu sais, je crois on a fait On a le fait un gros tour tour déjà. de... Ouais, on a fait un gros tour. Que je serais ravi de pouvoir échanger avec les gens qui étaient dans le chat et qui n'hésitent pas à me Al- solliciter sur les réseaux ou en envoyant un message à contact@tigaboo.com et je ferai un plaisir de répondre. Vous pouvez retrouver dans Et le chat les liens du site internet, de l'Instagram et du Facebook de Tigablu. Vous pourrez aussi avoir Ulule. Voilà, merci des vantards. Si vous voulez aller voir la page du financement et si vous voulez participer à ce financement, il vous reste 9 jours. Donc je vous en prie, ne vous faites pas prier. Voilà. Tac. Vous pouvez me retrouver moi-même sur Instagram essentiellement et sur l'Instagram des Meeple francophones indirectement. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord des Meeple francophones pour tout un tas d'activités. Alors, ce qui est prévu demain, il y a une soirée jeu sur Next Station London sur BGA, mais on est full, il y a déjà 2 tables, donc on est 8 à jouer demain. Lundi 6, il y a du Welcome to. Alors là, je pense que vous pouvez y aller parce que il y a pas mal de places sur Welcome. Il y a une soirée jeu Splito le 7, un tournoi sur Welcome to New Las Vegas le 8. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire directement sur le site, depuis le Discord des Meeple francophones. Lundi 13, je crois,
Il y a une soirée sur les ruines de Narak, euh, une soirée Among Us, donc on peut être 15 pour l'instant, on vient de l'ouvrir, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Elle sera en live sur la chaîne le 14 et le 15, une soirée Dice Hospital. Il y en a eu plein, c'est que ce jeu plaît. Je crois que c'est la quatrième ou cinquième soirée qui est organisée sur le Discord sur Dice Hospital. C'est que ça doit être sympathique. Je vous. Alors, cette infographie a été faite par Steph. Alors, je vous laisse la charrier si vous voulez. Et moi, je lui remercie d'avoir un planning visuel. Ça m'aide vachement à ne rien oublier. Je te remercie d'être venu ce soir. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Ça m'a fait plaisir de parler aussi d'un sujet normand avec un acteur normand. Ça me fait plaisir. Un peu de chauvinisme, ça fait plaisir. Donc merci vraiment à toi d'être passé. J'espère que tu as passé une bonne soirée et je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Si tu veux dire un dernier mot, je te le laisse. Merci Thomas. Bah, c'était en effet une première expérience pour moi de faire un live Twitch et je te remercie pour déjà l'accompagnement que tu m'as proposé là-dessus, pour ta gentillesse, les questions. C'était vraiment très chouette de pouvoir partager avec toi et les gens dans le chat ce projet du Tigre à la mèche bleue. Et puis merci aux gens qui ont suivi et qui regarderont en replay. J'espère avoir l'opportunité de vous rencontrer en vrai et de faire une petite partie de New Dog City prochainement. Ah, Merci beaucoup. À merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.